Bien, tout d'abord, avant de commencer, merci infiniment de m'avoir invité dans ce lieu improbable et magique pour discuter d'une question elle aussi improbable, mais pas du tout magique, qui est celle notamment de la primauté du droit européen. Aux yeux de ce qu'on appelait jadis les Français moyens, la primauté du droit européen n'est qu'une question juridique aride de celle qu'on abandonne sans regret aux spécialistes. Il s'agit pourtant d'un point politique absolument capital, comme vous nous l'avez laissé entendre à l'instant. Historiquement, rappelons-nous que qu'en 1988, c'est la contestation de la primauté du droit soviétique, formulée dans une retentissante déclaration de souveraineté par la République fédérale d'Estonie, qui avait sonné le glas de l'URSS. Sans doute n'en sommes-nous pas encore là, mais les récentes prises de position du président Macron, en écho à la jurisprudence déjà évoquée à plusieurs reprises du tribunal constitutionnel polonais d'octobre dernier, et aux déclarations du Premier ministre polonais devant le Parlement européen, n'en suscitent pas moins une certaine perplexité. Pour le président Macron, partisan inconditionnel d'une souveraineté européenne, appelé selon lui à se substituer à celle des États membres, la primauté du droit de l'Union est une évidence indiscutable et non négociable. Et de fait, c'est bien de souveraineté qu'il s'agit ici. Le principe de primauté signifiant en effet que la totalité du droit européen prévaut sur la totalité du droit interne des États, Constitution comprise. Les choses paraissent simples également lorsque le 18 octobre dernier, le président Macron rappelle que, je cite, « l'Europe, c'est nous qui l'avons faite et qui l'avons choisie. C'est nous qui l'avons construite. » Et il ajoute « tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous avons bâti dans nos discussions, puis signés, puis ratifiés souverainement. » Tout simplement. Sauf qu'il suffit de gratter un peu pour s'apercevoir de la supercherie, pour constater que la primauté, ce principe soi-disant fondateur, qu'il présente comme le résultat d'un choix conscient et souverain, fut en réalité introduit subrepticement, presque clandestinement, que l'on tenta ensuite, tout aussi discrètement, de l'inscrire dans les traités, et que même son contenu demeure incertain. Premier point, une importation frauduleuse. Le premier problème que pose le principe de primauté, c'est en effet celui de ses origines, de sa provenance, ou plus exactement, le dit principe n'étant pas inscrit dans les traités de Rome, de sa mise au point par la Cour de justice, comme le dira le traité d'Amsterdam. Sa mise au point dans un arrêt Costa du 15 juillet 1964, un arrêt qualifié de coup d'audace par certains, mais qu'on serait tenté de qualifier plutôt de coup de force jurisprudentiel. Un coup de force resté à peu près inaperçu à l'époque par la doctrine comme par les gouvernants, y compris les plus méfiants comme le général de Gaulle ou les plus avertis comme son garde des Sceaux, Jean Foyer, déjà cité, qui reconnaîtra beaucoup plus tard que dans cet arrêt, la Cour, sans prononcer le mot, avait affirmé le caractère fédéral de l'organisation européenne. Coup de force inaperçu donc, mais coup de force quand même, quand on le saisit en le replaçant dans son contexte historique. Alors que plusieurs États membres du marché commun, au premier rang desquels la France, semblent vouloir bloquer définitivement les virtualités fédéralistes, comme on dit, du traité de Rome. Le 13 juillet 60, 4 ans presque jour pour jour avant l'arrêt Costa, De Gaulle, à l'issue d'un conseil des ministres, s'était enquis auprès d'Alain Peyrefitte sur la manière de se prémunir contre le risque de perte de souveraineté nationale que comporterait ce traité si l'on n'y prenait pas garde. Selon le président français de l'époque, les partisans du fédéralisme, après le fiasco de la Communauté européenne de défense, auraient compris, je cite, qu'ils couraient à un nouvel échec s'ils y allaient franco. Mais, je cite toujours De Gaulle, ils n'ont pas changé de conviction, ils sont bien décidés à établir les États-Unis d'Europe avec un super gouvernement fédéral composé des actuelles commissions qui surplomberait des gouvernements provinciaux, les actuels gouvernements des États, lesquels ne s'occuperaient plus que des questions secondaires. Cela, nous dit le général de Gaulle,
dit-il à son ministre plutôt, cela, nous n'en voulons pas, cela ne se fera pas, ces virtualités ne sont pas acceptables pour nous. Les prétentions des commissaires de Bruxelles à vouloir donner des ordres au gouvernement sont dérisoires. Et Perfit lui répond en lui proposant, pour neutraliser ces tendances fédéralistes, d'imposer, je cite, une interprétation jurisprudentielle qui exclut la supranationalité pour plus tard. De ce côté-ci, les choses sont claires. Et cette volonté de mise en sommeil de la supranationalité se poursuivra au cours des années suivantes jusqu'au compromis de Luxembourg de janvier 1966. Mais de l'autre côté, celui des fédéralistes de l'époque, les choses le sont également. Réunis autour de celui qui est la bête noire du général de Gaulle, le président de la Commission européenne, Walter Hallstein, de l'influent député belge européen Fernand Dehousse et du futur président de la Cour de justice, le MRP ultra-fédéraliste Robert Lecourt, qui vient de claquer la porte du gouvernement Debré, c'est sous l'étendard de la notion de primauté que les conjurés, il faut bien les appeler ainsi, vont mener leur contre-offensive. Et c'est à la Cour de justice, qu'il reviendra d'ouvrir le feu avec l'arrêt Costa, non sans qu'au préalable, les conjurés aient effectué de savantes manœuvres de préparation. Le 18 juin, moins d'un mois donc avant la décision, le 18 juin 1964, devant le Parlement européen, Hallstein déclare ainsi, je cite, « La réglementation du droit communautaire prévaut, quel que soit le niveau des deux ordres au conflit. De plus, le droit communautaire ne déroge pas seulement au droit national antérieur, mais déploie aussi un effet d'irriment contre tout droit national postérieur. Sans quoi, dit-il, la priorité du droit communautaire resterait une civilité n'engageant à rien. En réalité, les pays membres pourraient en disposer à leur guise. » Le 10 juillet, 5 jours avant la décision, la FIDE, Fédération internationale pour le droit européen, qui prétend déjà à l'époque unir les grands esprits du droit européen, consacre à la primauté un symposium auquel participe le président de la Cour de justice, Andreas Donner. Cette décision de la Cour, relate d'autres sources, d'archives, est attendue de pied ferme par le service juridique de la Commission, impatient d'obtenir sur ce point une jurisprudence positive. Tout est prêt. Dans les mois qui suivront l'arrêt Costa, les autres institutions vont donc se ruer dans la brèche, à partir notamment d'un rapport sur le principe de primauté rédigé par Dehousse, qui, en juin 1965, donne lieu à un débat au Parlement européen. Y intervient, comme par hasard, l'omniprésent Walter Hallstein, qui conclut son intervention en espérant convaincre l'opinion publique de la justesse et de la nécessité de nos thèses, et de garantir ainsi, je cite toujours, au droit européen la place qui lui revient. La place, la première, bien sûr. À l'époque, en tout cas, ni l'arrêt lui-même, ni les exégèses enthousiastes des partisans d'une Europe fédérale ne suffisent à inquiéter les autorités françaises. Le 2 février 1966, De Gaulle assure ainsi à ses ministres que, je cite, « Hallstein et ses commissions ont commis une erreur. Ils ont cru qu'ils pouvaient pousser les virtualités fédéralistes du traité de Rome, mais ils ont échoué. La supranationalité, conclut De Gaulle, a disparu. La France restera souveraine. » Et à elle seule, cette remarque du général de Gaulle, 1 an et demi après l'arrêt Costa, suggère une autre question. Quelle est la valeur de ces derniers? Et je réponds ainsi, monsieur, à votre suggestion et à votre question. Autrement dit, un tel coup de force jurisprudentielle suffisait-il à permettre à son auteur, la Cour de justice, et ainsi au droit européen dans son entier, à se hisser au-dessus des droits, des juridictions nationales et des États souverains, au sommet d'un édifice que d'un seul coup de baguette magique, il aurait transformé en fédération? La chose est-elle juridiquement concevable? À l'époque, très peu de juristes se penchent sur la question. Mais le seul juriste français important qui s'intéresse à l'arrêt Costa, Marcel Valine, répond par la négative. Selon lui, la position de la Cour dans cette affaire peut être ramenée, là encore, à l'expression qu'en donne Hallstein,
Hallstein qui affirme, et la Cour de justice avec lui, dit Valine, la supériorité du droit communautaire sur toute règle de droit interne, quelle qu'elle soit, même à un échelon supérieur à celui de la loi. Or, poursuit Valine, on voit tout de suite la faiblesse de cette position. C'est qu'elle préjuge la nature juridique ou politico-juridique de la communauté en faisant de celle-ci une institution fédérale, ce qui ne ressort nullement des termes du traité et ne correspond pas à l'intention commune des hautes parties contractantes. Elle la préjuge car, je cite toujours Valine, à moins d'une intégration totale dans un État fédéral, aucun État ne saurait accepter la subordination globale qu'implique la primauté. Ainsi, la Cour n'aurait-elle pu affirmer une telle primauté que si elle se trouvait d'ores et déjà dans un système fédéral, dont elle eût été, cette primauté, la conséquence logique. Puisque tel n'est pas le cas, faute d'une décision expresse en ce sens des États souverains, cette affirmation ne saurait être, dit Valine, celle du droit positif contemporain. En un mot, dit Valine, cette affirmation de la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt Costa, elle est juridiquement fausse. Tandis que certains estiment la position de la Cour erronée, d'autres, qui se penchent sur la nature juridique de cette affirmation, estiment qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une règle, mais tout au plus d'une opinion ou d'un simple avis. Ainsi, le grand communautariste Constantinesco rappelle à ce propos que affirmer la nécessité de son existence, ça n'est pas l'établir pour autant. Autant d'expressions qui laissent entendre que le principe énoncé par l'arrêt Costa ne possède qu'une normativité incertaine. Telle est du reste l'idée qui sous-tend en France, quelques années plus tard, la fameuse jurisprudence Semoule, qui, en 1968, récuse frontalement le principe de primauté. C'est le Conseil d'État. Un arrêt du Conseil d'État auquel on oppose habituellement l'arrêt Niccolo, rendu par le Conseil d'État 21 ans plus tard. Pourtant, si ce dernier reconnaît bien la supériorité des traités sur les lois nationales postérieures, ça n'est toujours pas, autre réponse à votre question, en se fondant sur le principe de primauté issu de l'arrêt Costa, et donc de la jurisprudence européenne, mais sur l'article 55 de la Constitution. Se situant ainsi, note René Chaput, qui est un très grand juriste français de l'époque, sur le seul terrain juridique solide, celui du droit interne, en refusant, dit Chaput, de céder à la passion supranationaliste qui est une des modes de notre époque. Deuxième point, confirmation ratée. Excusez-moi, est-ce que je prends un verre d'eau, s'il vous plaît? Est-ce qu'il serait possible de me poser un verre d'eau? Pardon? Pitié, pitié. C'est combien? Après donc cette introduction en fraude, une confirmation ratée. Les choses, effectivement, vont changer à partir des années 90, où, selon le mot de Jean Foyer, les reniements dissimulés des États vont se succéder malgré la résistance des peuples. Il est assez paradoxal de qualifier un principe de fondateur alors qu'il ne figure pas dans les traités eux-mêmes et qu'il a fallu attendre 40 ans après les traités de Rome et 33 ans après l'arrêt Costa pour que l'on songe avec d'infinies précautions à l'introduire dans les textes. C'est en effet en 1997, à l'occasion du traité d'Amsterdam, que le principe de primauté dépasse sa dimension purement jurisprudentielle pour être enfin inscrit dans un instrument conventionnel. Et encore, pour ne pas voir les parlements renâcler à leur propre déchéance, nous dit Foyer, c'est une voie indirecte qui est choisie. Faire signer par les États une déclaration, je cite toujours Foyer, dont le sens sera parfaitement net pour les initiés, auxquels les non-initiés n'attacheront pas malice
et dont les eurocrates nieront la valeur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité. En 1960, De Gaulle évoquait déjà ces chinoiseries bruxelloises. En 1997, en effet, le principe ne figure pas dans le traité lui-même, mais dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il s'y trouve inscrit dans le paragraphe 2 d'un article donc, censé restreindre le périmètre d'intervention de l'Union, qui précise que l'application de la subsidiarité, je cite, très important, ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire. On évoque la primauté, là encore, sans citer le mot. Mise au point par la Cour, s'exclame Foyer. Quelle invention sublime, que tout cela est délicatement avancé, doucement insinué, mais dit tout de même, tout en évitant, là encore, de jouer franco, comme disait De Gaulle, et de prononcer les mots qui fâchent. Est-il pire faucheton, nous dit Jean Foyer, que les auteurs du protocole? Oui, il y a pire. Les organes des États membres qui ont délibérément simulé l'aveuglement, c'est-à-dire en France, le gouvernement, le Parlement et même le Conseil constitutionnel. C'est issu du traité et donc du protocole. Ce dernier feint en effet de ne pas voir le problème et passe carrément sous silence la question de la primauté. On peut, comme en tant qu'observateur, s'interroger sur les raisons de ce silence complet observé sur cette codification cryptée du principe de primauté. Gouvernement et Parlement, qui ont modifié la Constitution pour autoriser la ratification du monstre qu'est le traité d'Amsterdam, se rendent-ils compte de ce qu'ils ont fait? S'interroge alors Jean Foyer. Se rendent-ils compte de ce qu'ils ont fait? On ne sait pas, en l'occurrence, si une réponse positive serait plus navrante qu'une réponse négative. Toujours est-il qu'encouragés par la réussite du procédé, les partisans d'une fédéralisation vont, pour l'étape suivante, décider d'agir enfin à visage à peu près découvert et rompre avec la méthode de Jean Monnet, selon laquelle, je cite Jean Monnet, « il n'est pas toujours utile de dire tout à tous ». Les rédacteurs du traité, établissant une constitution pour l'Europe, convention puis CIG, ont-ils alors le sentiment d'une véritable innovation juridique ou simplement le sentiment de clarifier politiquement ce qui avait été jusqu'alors si habilement dissimulé? En tout cas, le fait est que le principe est désormais inscrit dans le traité à l'article 1-6. La Constitution, je cite, est le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci, prime le droit des États membres. Tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? Comme vous le savez, comme nous le savons, Dieu merci, les espoirs des partisans d'une fédéralisation à ciel ouvert vont être violemment douchés par le refus des peuples. Avant la France, seule l'Espagne avait fait voter ses citoyens sur le traité, lequel avait été effectivement massivement approuvé, mais avec une participation historiquement faible. Si une majorité d'Espagnols s'en désintéresse, donc, une majorité conséquente de Français, consultés le 29 mai, puis de Néerlandais le 1er juin, répondront, eux, par la négative. Ce qui implique la mort du traité, qui devait être ratifié à l'unanimité. Même s'il faudra attendre le Conseil européen de Berlin, en mars 2007, pour que les institutions de l'Union finissent enfin par en convenir et acceptent, comme on dit, le verdict des urnes. Alors, sans doute est-il délicat d'interpréter les motivations d'un référendum, mais en l'espèce, on peut supposer que le caractère agressivement constitutionnel, la tournure fédérale du traité et l'affirmation subséquente du principe de primauté dans l'article 1.6 ont pu jouer un rôle significatif. C'est, du moins, ce qu'en ont apparemment déduit les auteurs du traité de Lisbonne, qui, en 2007, vont renouer sans vergogne avec la méthode du camouflage monétiste. Pratiquez-la, mais cachez cette primauté que je ne saurais voir. Tartuffe. Retour au camouflage. Fait notable, en effet,
le tonitruant article 1.6 fait partie des très rares dispositions du traité constitutionnel que l'on ne retrouve pas telles quelles dans le traité de Lisbonne. Désormais, il faut, vous le savez, aller à la déclaration numéro 17 relative à la primauté, annexée à l'acte final du traité, pour retrouver le principe. Dans cette déclaration, la conférence des représentants des gouvernements des États membres rappelle que, je cite, « Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres dans les conditions définies par la jurisprudence. » En outre, la conférence annexe à cet acte final l'avis du service juridique du Conseil sur la primauté qui, là encore, reprend cette même idée en ajoutant que la non-inscription dans le traité ne modifie en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. Ainsi fait-on en sorte de réaffirmer indirectement la valeur du principe tout en renonçant à l'inscrire dans le traité et à en faire une clause d'un engagement international qui serait dotée en tant que telle d'une valeur obligatoire. Paradoxe dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne clarifie pas la situation et qu'il ne lève pas, surtout, les soupçons qui pèsent depuis l'origine sur le principe de primauté. Dernier point, une portée incertaine. Des soupçons qui sont liés au coup de force jurisprudentiel dont il procède, à sa légitimité démocratique hautement discutable, mais aussi à l'incertitude de sa portée. Quel est en effet précisément le contenu de cette marchandise livrée en fraude? Que recouvre exactement le principe de primauté? Du côté de l'Union, nous dit la déclaration numéro 17 du traité de Lisbonne, les choses paraissent relativement claires, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, etc. etc. À ceci, on peut objecter d'abord qu'il est délicat de parler d'une jurisprudence constante, alors que les circonstances de droit et de fait se sont radicalement transformées depuis la décision du 15 juillet 64. Ce dernier reste en outre assez obscur sur la définition du principe, donc l'arrêt Costa. L'arrêt Costa reste assez obscur sur la définition du principe, et ça, il faut le souligner, en justifiant celui-ci, et la primauté du droit européen, au motif que, je cite, « la force exécutive du droit communautaire ne saurait varier d'un État à l'autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation du traité ». L'arrêt Costa évoque ensuite, dans le même sens, le risque de mise en cause du traité par les actes législatifs futurs des signataires, puis la possibilité de se soustraire aux obligations conventionnelles au moyen d'une simple loi. Ça, je cite l'arrêt Costa. Des choses qu'on ne regarde jamais, mais qui sont essentielles pour savoir ce qu'il veut dire, l'arrêt Costa. Plus loin, la Cour semble, il est vrai, donner au dit principe un sens plus général, en évoquant à ce propos un texte interne, quel qu'il soit. Mais vise-t-elle par cette formulation les actes législatifs et réglementaires dans leur totalité, ou ajoute-t-elle, sans le dire, les dispositions constitutionnelles? Ça n'est pas exclu, mais ça neutraliserait du coup l'argument précédent, et notamment la mention qu'il fait d'une simple loi qu'il suffirait d'adopter pour se soustraire aux obligations conventionnelles. Bref, sur ce point, l'arrêt de départ, le point de départ, est très flou, très incertain. Ça n'est que plus tard, dans son arrêt Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970, que la Cour clarifiera les choses et parlera effectivement d'une primauté absolue qui s'étend également aux règles constitutionnelles internes. C'est ce principe de primauté absolue revenu sur le devant de la scène à l'occasion de la décision salutaire rendue le 7 octobre 2021 par le tribunal constitutionnel polonais. Car c'est sur ce plan que se situe effectivement la principale interrogation. La primauté du droit européen
selon la jurisprudence Costa, est-elle absolue, portant non seulement sur les simples lois postérieures, mais également sur les constitutions des États membres et sur les droits fondamentaux garantis par celles-ci. Là encore, je répète, on est frappé par l'incertitude des principes et par le fait que les États, ou du moins certains États, ont savamment ménagé celle-ci, cette incertitude, ce flou jurisprudentiel et juridique. Comme s'il importait de dissimuler au peuple l'étendue vertigineuse de leur dépossession. En France, c'est ce qui ressort de l'exposé des motifs du projet de loi référendaire autorisant la ratification du traité constitutionnel en 2005. Alors, j'ai pris le texte lui-même que j'avais conservé, où j'ai trouvé donc le texte dont je vais vous parler maintenant. Selon donc l'exposé des motifs de ce projet de loi, envoyé à l'époque aux presque 42 millions d'électeurs inscrits en France, la Constitution européenne, je cite, c'est très important et en un sens très grave, la Constitution européenne, je cite, ne remplacera pas la Constitution française qui conservera toute sa force. La proposition principale est indiscutable. Le texte du traité ne remplacera pas la Constitution française, de même d'ailleurs que la Constitution américaine de 1787 n'a pas remplacé les constitutions des États fédérés. Ce qui pose problème ici, c'est la subordonnée relative. La Constitution française conservera toute sa force. On remarque d'abord, d'emblée, que le terme abstrait de force a été préféré, volontairement, au terme plus juridique de valeur. Mais on note surtout le flottement conceptuel qui entoure cette affirmation. La Constitution française, 2005, conservera-t-elle toute sa force, toute la force qu'elle avait à l'origine, autrement dit, demeure-t-elle, comme lorsque le peuple souverain l'a créée par le référendum de septembre 1958 au sommet de la hiérarchie des normes, ce qui impliquerait que le principe de primauté ne s'étend pas et ne s'est jamais étendu à la Constitution, en dépit de la formulation de l'article 1-6 et de la jurisprudence Costa. Conserve-t-elle toute sa force initiale, donc? Telle est, a priori, l'interprétation que les non-spécialistes seraient spontanément tentés de donner à la formule qui figure dans l'exposé des motifs qui leur a été envoyé. Les non-spécialistes, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes, le peuple. Les spécialistes, eux, savent que ça n'est peut-être pas ainsi, et même probablement pas ainsi qu'il faut l'entendre. Les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui ont attentivement décortiqué les décisions du Conseil constitutionnel de juin et de novembre 2004. La Constitution insinue en effet cette jurisprudence, conservera toute la force qu'elle possédait, non pas à l'origine, mais après avoir intégré elle-même le principe de primauté du droit européen. Autrement dit, elle conservera toute sa force à condition de préciser qu'il s'agit désormais d'une force subordonnée. Subordonnée, sauf exception, l'identité constitutionnelle, on ne sait pas ce que ça veut dire, à l'ensemble du droit européen. Duplicité à tous les étages. La décision du 10 juin 2004 reconnaissait la primauté, mais non pas sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, sur celui de l'article 88-1 de la Constitution française. L'idée, en fait, c'est de faire passer par n'importe quel moyen le principe de primauté et de ne pas trop effrayer les futurs électeurs. À l'époque, la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 10 juin, ne va être publiée que 5 jours après les élections au Parlement européen. Pourquoi 5 jours après? Eh bien, tout simplement, nous dit à l'époque le secrétaire général du Conseil constitutionnel, afin de ne pas donner aux électeurs le sentiment qu'une grande institution française, le Conseil constitutionnel, s'incline devant l'ordre communautaire. Certains souverainistes ajoutent le secrétaire général du Conseil. Donc on est vraiment dans la bouche du cheval, comme on dit.
certains souverainistes auraient exploité cet argument et cela aurait été fâcheux. Fâcheux quoi? Fâcheux qu'ils le sachent? Fâcheux qu'ils en tirent les conséquences? Eh bien, on préférera, même en l'avouant après, dissimuler la chose et, là encore, tromper délibérément les citoyens afin d'empêcher qu'ils ne se trompent eux-mêmes. Déni de démocratie caractérisé, on est dans le sujet du jour, postulant la minorité d'un peuple ignorant, incapable d'user à bon escient de son pouvoir souverain et devant donc être guidé par les sages. On se souvient de la formule de Jean Monnet citée plus haut, ne pas tout dire à tous. Et c'est ainsi que 5 mois plus tard, saisi cette fois du traité constitutionnel, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2004, pourra affirmer, sans sourciller, considérant numéro 13, qu'il ressort de l'ensemble des stipulations de ce traité qu'il ne modifie pas la portée du principe de primauté du droit de l'Union, telle qu'elle résulte de l'article 88-1 de la Constitution. Ce qui signifie qu'en effet, comme l'assurera l'exposé des motifs du projet de loi référendaire, la Constitution conservera toute sa force, toute celle qui lui reste depuis qu'elle a elle-même accepté sa propre subordination, sa propre déchéance. Et voilà pourquoi, dans cette décision incroyable du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel pourra oser juger que la portée du principe de primauté, n'ayant pas été modifiée par le traité constitutionnel dans son article 1-6, ne porte aucune nouvelle atteinte à la Constitution ni à la souveraineté française et que, par conséquent, il n'y a pas à réviser la Constitution. À l'époque, relevant cette pirouette juridique, si vous voulez, et ses contradictions, certains auteurs, dont votre serviteur, avaient publiquement évoqué le double jeu du Conseil constitutionnel. En fait, plus que de double jeu, on serait tenté de parler d'une duplicité qui, il est vrai, ne suffira pas à convaincre les Français appelés à se prononcer par référendum de l'innocuité de l'article 6, ni de la pertinence du fameux « circuler, il n'y a rien à voir ». 3 ans plus tard, dans sa décision sur le traité de Lisbonne du 20 décembre 2007, le Conseil, à nouveau, ne trouvera rien à redire à la déclaration numéro 17 qui définit le principe de primauté et sa portée, non pas à partir de l'article 88-1, mais à partir de la jurisprudence constante de la Cour de justice. En définitive, et pour conclure, si l'on envisage le principe de primauté, non pas comme le fait notre président bien-aimé, comme une norme intangible, indiscutable et indiscutée, mais sous un angle historique et critique, on ne peut qu'être frappé si l'on décontenancé, et peut-être plus encore, par cet ensemble de manœuvres, de coups bas, d'escroqueries, de dissimulation, de cachotterie, de contorsion, d'acrobatie, qui ont accompagné, depuis l'origine, la miraculeuse épiphanie de ce principe. Un principe fondateur qui n'a jamais été explicitement inscrit dans les traités, sinon dans celui de 2004, qui fut massivement désavoué par les peuples de 2 des États ayant été à l'origine de la construction européenne. Dans ces conditions, il serait au moins opportun de dégager ce principe de l'aura mystique, de la sacralité imméritée qui continue de l'entourer, du moins à Bruxelles et chez les communautaristes, et ayant pris conscience de sa médiocre consistance juridique et de sa totale absence de légitimité démocratique, cesser de hurler à la mort contre les iconoclastes qui, comme le tribunal constitutionnel allemand en mai 2020 et la Cour constitutionnelle polonaise en octobre 2021, ont osé porter la main sur l'idole sacrée.